Je suis professeur d'université, docteur et spécialiste en management de qualité. Aussi, je suis le recteur de l'Université canadienne du Congo, promoteur de cette université, directeur général de 21st Century Business Institute, un entrepreneur en série avec plus de 25 ans d'expérience, plus d'une douzaine d'entreprises à mon actif. Je viens de créer un grand parti dénommé Valorisation du leadership pour le développement. Un leader, c'est celui qui montre le chemin, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Leader ne veut pas dire autorité. Très bien. Leader ne veut pas non plus dire charismatique. Les charismatiques, nous l'avons tous. Mais il y en a d'autres qui meurent sans découvrir leur charisme. Maintenant, pourquoi le leadership visionnaire? Visionnaire vient du mot vision. Dans la vision, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle. L'émotion, les sentiments que vous avez derrière un concept, et que ces sentiments-là est le moteur de votre impulsion. Quand vous avez une vision, vous n'avez pas besoin d'une rémunération pour aller travailler. C'est-à-dire c'est la vision qui devient une essence pour vous dans le développement de vos activités. Voilà, merci beaucoup professeur pour cette définition ô combien importante. Mais nous devons savoir que nous sommes ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, d'où est parti les constats pour que nous puissions parler aujourd'hui, pour que nous puissions chercher à promouvoir le leadership visionnaire ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous, étant que scientifique, vous avez fait comme constat en RDC pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de cette thématique et qu'est-ce que vous visez derrière ça justement pour l'intérêt de notre société? Pourquoi le leadership dans le cadre de la RDC? Vous devez savoir que le développement est un construit. Qui dit un construit dit qu'il faut aligner de manière stratégique certaines composantes pour justement arriver au développement d'un pays. Et je me permettrai de vous donner les grandes lignes de développement d'un pays. Il faut comprendre que le pays, c'est comme si je dois faire un aphorisme, c'est-à-dire une comparaison. On peut dire que le pays, c'est comme un bâtiment qu'on est en train de construire, qui a une fondation, qui a des piliers, des colonnes, et ensuite il faut mettre une poutrelle pour supporter la charge et couler la dalle, et ensuite les habitants vont occuper cet espace-là où on a coulé la dalle. Bien arrangé. Alors, dans le cas d'un pays, la fondation, c'est ce qu'on appelle les ressources naturelles dont dispose un pays. Très bien. Voilà. Donc, le développement est tributaire de ces ressources-là. Si le pays est doté de ressources riches, sur le plan compétitif, le pays est mieux positionné par rapport aux pays qui n'ont pas suffisamment de ressources. Permettez-moi, la République démocratique du Congo, on dit souvent c'est un pays riche, qui crée même au niveau mondial, qui constitue même scandale. Vous savez, nous avons beaucoup de ressources dans notre pays. La République démocratique du Congo, scandale géologique, de par sa variabilité biologique, mais aussi de par sa variabilité des espèces, de gènes, de populations, mais aussi avec toutes les ressources fauniques et floristiques, constitue un bassin de réserve des ressources naturelles le plus avancé au monde. Et je dirais sur le plan compétitif, ici on doit positionner la RDC, nous sommes un pays le plus riche du monde. C'est-à-dire vous pouvez prendre toutes les grandes puissances que vous connaissez, pour ne pas faire la publicité de ces pays-là, n'arrivent pas à la cheville de la RDC. Mais aujourd'hui, ces pays n'arrivent pas à la cheville de la RDC, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à arriver au niveau de ces pays-là qui n'ont même pas le même niveau avec nous? D'où le leadership visionnaire. Et je vais en arriver. C'est-à-dire, un pays, c'est, comme je disais, part de ses ressources naturelles comme fondement tributaire de son développement. Et ensuite, il faut
un deuxième cadre qu'on appelle les cadres macroéconomiques. Et les cadres macroéconomiques ici, c'est tout ce qui favorise la transformation, la protection et la productivité des ressources naturelles dont dispose le pays. Matata a parlé de ça, le Premier ministre à l'époque, Matata Ponyo. Mais souvent les gens attendent les cadres macroéconomiques sans véritablement savoir de quoi il s'agit. Et que les cadres macroéconomiques constituent justement les piliers de fondement du développement d'un pays. C'est-à-dire c'est les cadres macroéconomiques qui vont permettre justement d'avoir un bon système éducationnel et un système éducatif. Le système éducationnel, c'est en termes d'organisation d'un système d'enseignement. Tandis que le système éducatif, c'est en termes de méthodologie. Quelle méthodologie devez-vous mettre en place pour apprivoiser le développement du capital humain capable de transformer les ressources dont dispose le pays. Donc, le système éducationnel constitue un pilier important du cadre macroéconomique, tout comme la santé, parce qu'il faut soigner la population. Il y a également la sécurité. Un pays a besoin d'une armée, d'une police. Le pays a besoin également de ce qu'on appelle un climat des affaires favorable. Dans le cas d'espèces chez nous, nous avons un appui qui permet justement de créer les conditions pour permettre l'industrialisation du pays, et d'autres ministères d'appoint comme le ministère de PB, pas de PB, mais de PMI par exemple, qui sont en fait des composantes de ces cadres macroéconomiques. Également, il y a la gestion financière, il y a comment gérer la monnaie et tout ça. Tout ce qui est de prérogatives régaliennes constitue en quelque sorte les cadres macroéconomiques. C'est ces cadres-là qui vont permettre au pays de pouvoir transformer ses ressources pour devenir productif. Très bien. Et c'est au niveau de la productivité où le Congo n'est plus compétitif, parce que nous n'avons pas le capital humain capable de pouvoir transformer nos ressources en richesse. Donc, professeur, partant de vous dire, vous voulez dire que jusqu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les pays souffrent encore d'un capital humain capable d'apporter un leadership visionnaire pour le changement d'un pays. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est-à-dire, on a beaucoup de professeurs, vous également. Vous êtes en République démocratique du Congo. On attend le grand professeur au niveau des universités, à l'INIKIN, à l'UPN, à l'UPC. Mais comment vous pouvez parler que nous avons un problème, nous avons un déficit de capital humain pour impulser le développement dans notre pays? C'est quoi les problèmes? Le pays a des intellectuels, il a des scientifiques. Et d'où l'intérêt à certains scientifiques de quitter les laboratoires, tel est mon cas, pour venir sur le terrain politique afin de pouvoir apporter notre savoir-faire pour tant soit peu améliorer le leadership visionnaire dans notre pays. Quid du leadership visionnaire? Très bien. En fait, lorsqu'on parle du leadership visionnaire, on parle de l'étoile polaire que le pays entier doit concentrer son énergie pour atteindre un objectif donné. C'est ça le leadership visionnaire. Dans le leadership visionnaire, il y a l'intelligence émotionnelle. Par intelligence émotionnelle, on attend le développement de l'être. Donc le leadership visionnaire commence par le développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut développer les capacitations des citoyens pour que les citoyens comprennent finalement pourquoi ils travaillent, pour qui ils travaillent et pour quel intérêt, quelle finalité. C'est-à-dire qu'il faut orienter tout le pays vers une finalité. Et c'est à ces moments-là, si on a des leaders capables de développer la vision, comme c'était le cas dans les années 59, à l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous avons vu les pères fondateurs, Lumumba, Kasavubu, Ngalula et tous les autres. Au-delà de leur clivage politique,
ils se sont départis de leurs sentiments personnels, de leurs intérêts, pour amener l'effort de libérer le pays. Et à ce moment-là, il y avait comme une étoile polaire. Et c'est cette étoile polaire-là qui avait capté toutes les énergies du pays pour le développement. Et les joueurs, et les supporters des équipes. D'ailleurs, vous savez, le 4 janvier, c'était à la suite d'un match de football. Voilà. Et que les gens, au sortir du stade, ils ont dit Lipanda, Lipanda, parce qu'il y avait déjà une étoile polaire qui guidait la population par rapport à un objectif. Le rôle du leadership visionnaire, c'est de montrer le chemin. Le rôle du leadership visionnaire est justement au niveau des capacitations pour créer la chaîne de valeur. J'étais en train de parler de ça. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, je dis ici que je suis entrepreneur en série, c'est de comprendre d'abord l'industrie dans laquelle évolue l'entreprise et définir quelle est l'étoile polaire par rapport à cette industrie-là. Dans le cadre d'une entreprise, l'étoile polaire peut être le choix stratégique que l'entreprise a choisi par rapport à un segment donné dans le développement de ses affaires. Parce qu'on ne peut pas faire la compétition sur tous les segments, il faut se définir, il faut choisir un segment et que ce segment-là soit des segments pionniers. Mais dans le cadre d'un pays, cas de la RDC, il faut que les leaders, par exemple, puissent se positionner au regard de toutes les matières premières que nous avons. Quelle est la matière première prioritaire sur laquelle nous devons focaliser plus nos énergies et orienter notre système éducationnel sur ces matières-là et développer le capital humain sur ces matières-là pour que les retombées de cette économie puissent constituer un effet de levier pour les autres secteurs. Parce qu'on ne peut pas développer tous les secteurs en même temps. C'est impossible. Et le leadership visionnaire, justement, vient à ce niveau-là. Donc, il faut des leaders capables de regarder au regard de toutes les richesses dont dispose le pays. Quelle est la vision dans 20 ans? Très bien. Nous avons vu des pays comme la Chine, pour ne citer que ces cas-là, où ils ont fait un plan de 30 ans. C'est-à-dire, dans 30 ans, les Chinois s'étaient décidés d'être capables, pas peut-être de fabriquer, mais de développer les capacitations pour constituer une main-d'œuvre de qualité qui peut attirer le monde occidental vers la Chine avec un coût de main-d'œuvre compétitif, afin que dans les 15 ou 20 ans à venir, qu'ils puissent, eux, s'approprier de la technologie et développer leur pays. C'est un choix, c'est une vision. À ce moment-là, les pays qui tracent le chemin par rapport à un choix, à une stratégie, parce que lorsqu'on parle de choix, c'est ça la stratégie. La stratégie est un choix. Et le leader visionnaire, c'est celui qui montre ce chemin et qui dit aux autres, suivez-moi. Alors dans ces domaines